problème-là, elle tient pas dans les services aux autistes, en fait. Elle tient dans l'amélioration des services pour les personnes qui ne le sont pas. Parce que c'est l'énorme différence de qualité et de quantité de services entre ce qu'on obtient quand on est autiste et ce qu'on obtient quand on ne l'est pas. Eh bien, actuellement, tout le système va favoriser qu'on donne une étiquette au prix de mentir un petit peu pour obtenir les services. Trait d'entrevue à 24/60 cette semaine. Entrevue qui fait beaucoup réagir. C'est cette vaste étude, en fait, sur l'autisme qui a été publiée au cours des derniers jours, dans laquelle le psychiatre Laurent Motron, que vous venez d'entendre, s'inquiète de la façon dont on pose le diagnostic d'autisme, avec des critères qui donneraient lieu à du surdiagnostic, à son avis, avec la méta-analyse qu'il a publiée, et donc à de nombreux faux diagnostics, et les impacts seraient très importants dans les écoles. On va aller voir ce qu'en pense Égide Royer, psychologue et spécialiste des enfants en difficulté en milieu scolaire. Monsieur Royer, bonjour. Bonjour, Mme Lacroix. Avec la vaste expérience que vous avez pour les enfants en difficulté dans les classes, à l'aube de la rentrée scolaire, comment vous réagissez aux conclusions de l'étude? Ce que M. Motron a dit pour les jeunes avec un trouble du spectre de l'autisme est vrai pour l'ensemble des jeunes en difficulté au Québec. Le système, qui est un système catégoriel de donner une forme de diagnostic ou d'identification de code aux enfants, est carrément parti en vrille. On a eu une augmentation de 200 %. Souvenez-vous, ça a doublé le nombre d'élèves en difficulté de 2001-2002 jusqu'à 2016. Et on le voit pour les troubles déficitaires d'attention et hyperactivité. On le voit pour l'ensemble des jeunes qui présentent une forme de handicap. Et entre autres le TDAH, trouble déficitaire d'attention et hyperactivité. Donc, ce qui souligne pour l'autisme est vrai pour l'ensemble. Il y a vraiment une problématique là, importante de continuer à utiliser des codes ou des diagnostics psychiatriques pour offrir des services éducatifs à des jeunes en milieu scolaire. Et ça, donc, cette augmentation de diagnostics ou d'étiquettes, parfois on appelle ça comme ça, vous associez ça, vous aussi, à la façon dont on octroie les services aux élèves dans les écoles. Pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne, les services aux élèves? Ça fonctionne à différents niveaux. Il y a, pour un sous-groupe de jeunes, qu'on dit les jeunes entre guillemets handicapés, exemple les jeunes autistes, là, parce que c'est une appellation globale, il y a un financement spécifique par rapport à des jeunes qui ont ce type de diagnostic-là. Ça implique d'avoir moins d'élèves dans la classe spécialisée, ou que ces élèves-là comptent pour plus qu'un élève s'ils sont en classe ordinaire. Donc, le système d'étiquette ou de code joue pour le financement, mais il joue aussi pour la gestion de la convention collective des enseignants. Si moi, je m'appelle Steve, j'ai un trouble du spectre de l'autisme, je m'avais compté pour plus qu'un élève en classe. Et ça, il y a un aspect qui, comme je vous disais, c'est parti un peu en vrille là, de manière évidente là, depuis quelques années. C'est que le nombre a augmenté beaucoup, mais ça ne garantit pas des services de qualité par rapport à ces jeunes-là. Et il y a une pression même pour sortir un diagnostic de TDAH pour avoir plus de temps dans mes examens au secondaire, comme il y a une pression aussi pour sortir un diagnostic d'autisme ou similaire pour être capable d'être dans un groupe plus petit ou recevoir certains types de services. Donc, est-ce que je comprends qu'un enfant qui a des besoins particuliers, mais qui n'a pas nécessairement de diagnostic, ne peut pas recevoir de services tant qu'il n'en a pas un, donc signé par un médecin, là, qu'on parle de psychologue, d'orthopédagogue, d'orthophoniste, exact? Oui, ça peut être par un médecin ou par un ou une professionnelle là, qui travaille dans le secteur. Prenez l'exemple des jeunes en difficulté de comportement. Vous avez des jeunes comme tels qui auraient besoin d'avoir des types de services très, très tôt, maternelle 4 ans, maternelle 5 ans, mais souvent, ça va être lié ou associé à une forme de diagnostic ou à une forme d'évaluation. Là où je donne la position de l'Ordre des psychologues du Québec, du Comité québécois pour les jeunes en difficulté, et même de ce qui touche, entre autres, l'Office de la Charte des droits, là, que ce soit au niveau de la famille ou des individus, on constate objectivement qu'il faut y aller davantage vers une évaluation individualisée des services, non déterminée par un diagnostic, pour être capable d'adapter les services sur mesure à des jeunes et d'intervenir le plus tôt possible. Mais là, la rentrée scolaire s'en vient, M. Royer. Est-ce que vous estimez que c'est urgent de revoir la façon dont ça se passe au Québec? C'est l'année qu'il va falloir le revoir. Parce que, il y a la négociation, entre autres, de la Convention collective des enseignants. Deuxièmement, c'est qu'on se retrouve dans une situation présentement, que ce soit l'Office des professeurs, l'Ordre des psychologues, d'autres types d'organismes, on réclame une revision de la politique des services aux élèves en difficulté qui a maintenant 20 ans et qui a besoin d'être révisée compte tenu là, des problèmes ou des diagnostics ou des problèmes de diagnostic qu'on a. L'idée de base, c'est que utiliser des diagnostics
psychiatrique pour offrir des services éducatifs ne tient pas la route présentement. Ça amène des aberrations et même des manques de services par rapport à certains gens. Alors, est-ce que c'est une situation qui risque d'empirer avec l'arrivée des centaines de classes maternelles 4 ans, à votre avis? J'espère que non. Ce que je veux, ce que je souhaite, qu'un certain nombre de personnes souhaitent, c'est d'éviter d'avoir à diagnostiquer ou à donner des codes à des enfants de 4 ans pour être en mesure d'offrir des services précoces là, pour prévenir certaines difficultés. Et ça va devenir très, très important. Donc, selon moi, ça devrait être un objet d'une réflexion très importante dès cette année, d'éviter de coder ou de donner justement une étiquette à des enfants de 4 ans, sachant que les diagnostics sont très flottants, on n'est jamais sûr de rien dans la majorité des cas, et d'y aller d'une manière davantage inclusive. J'ai ma place en classe de maternelle 4 ans, je reçois des services ou de l'aide parce que j'ai certains types de difficultés, mais je n'ai pas besoin d'avoir un diagnostic pour les recevoir. Oui, je vous pose la question, en fait, parce que vous avez été très, très proche de la création des maternelles 4 ans au Québec, auprès du ministre de l'Éducation. On l'a vu au cours des derniers jours, la commission parlementaire, là, c'est pas facile. Il y a beaucoup d'opposition. Vous restez toujours aussi convaincu que c'est la bonne chose à faire? C'est un progrès important pour le système scolaire québécois d'ajouter un nouveau niveau, un nouveau degré, si vous aimez mieux, qui est la maternelle 4 ans, qui va faire une différence importante par rapport à la réussite scolaire. Il était totalement impensable que moi, parent d'un enfant de 4 ans, j'ai accès à la maternelle 4 ans parce que mon code postal est un code postal de milieu défavorisé, ou j'ai accès à la maternelle 4 ans parce que je m'en vais au privé et je paie 4, 5, 6 000 $ par année pour l'obtenir. La majorité des jeunes en difficulté ou la majorité des jeunes vulnérables ne vivent pas en milieu défavorisé. Donc, c'est véritablement un développement important du système éducatif que d'ajouter ce niveau-là au choix des parents, comme l'est d'ailleurs la maternelle 5 ans aussi présent. C'est une commission parlementaire donc, qui va se terminer au cours des prochaines journées. Égide Royer, merci d'avoir été avec nous. Et bien sûr, on va garder ça en tête, là, vos commentaires concernant la façon de revoir les services octroyés aux enfants dans les écoles. Merci bien. Bonne journée à vous. Au revoir.